Il y a une vingtaine d'années, on pensait que l'univers pourrait peut-être, pour des questions liées à la gravitation, revenir sur lui-même et retomber en quelque sorte dans un big crunch, dans une singularité finale. Eh bien, on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas et que l'univers va, en grandissant, mais ne va pas cesser de grandir et qu'il va s'étendre de plus en plus loin, de plus en plus vite, de plus en plus loin. Est-ce que ça veut dire que l'univers est immortel ? En un certain sens, ça veut dire qu'il n'est pas mortel au sens que l'on donne à ce mot. Ce qui est certain, c'est que la matière qui compose l'univers, dans des milliards d'années d'ici, on peut se poser la question de savoir ce qu'elle sera devenue. Posons-nous la question. Notre Soleil, par exemple. Notre Soleil brille depuis 5 milliards d'années. Alors, à votre avis, est-ce qu'il va continuer de briller indéfiniment? Oui ou non, à votre avis? Non. Hein, voilà, vous avez tous raison. Bien entendu, le Soleil, c'est comme un immense four, lui aussi. Il brûle son carburant. Et puis, à un moment, il aura cessé de brûler parce qu'il n'y aura plus de carburant, tout simplement. L'hydrogène, puis l'hélium, puis les éléments lourds auront été brûlés. Mais qu'est-ce qui restera? Il ne restera plus rien. Le Soleil va s'éteindre. Et ça se passera dans 5 milliards d'années. Donc on a le temps, on a beaucoup de temps devant nous. Le Soleil, il fait partie de ces étoiles de classe G, comme on les appelle, et qui sont à peu près à la moitié de la durée de leur vie. Il y a combien de soleils dans l'univers, on sait? Dans l'univers? Ah ben oui, on sait assez bien, les astronomes sont maintenant assez avancés pour vous dire que dans notre galaxie, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie? C'est un nuage d'étoiles, un nuage de soleils, autrement dit, puisque les étoiles, ce sont des soleils. Et ce nuage-là, il s'étend sur à peu près 100 000 années-lumière. Et il y a, disons, pour fixer les idées, à peu près 200 milliards, peut-être plus, en tout cas au moins 200 milliards de soleils dans notre galaxie. La galaxie, c'est le mot grec pour voie lactée. Lorsque vous vous promenez en été, que vous regardez la voûte céleste, vous voyez cette belle bande blanche, eh bien ce sont des milliards de soleils qui sont accumulés et qui font comme une sorte de bande laiteuse, qu'on appelle la voie lactée. Et dans la Voie lactée, dans notre galaxie, il y a à peu près 200 milliards de soleils. Et c'est la même chose dans d'autres galaxies, puisqu'il y a au moins 100 milliards de galaxies dans l'univers. Vous voyez ce que ça signifie, c'est énorme. Si vous multipliez déjà, admettons, 200 milliards ici par 100 milliards de galaxies dans l'univers, vous voyez le nombre de milliards de soleils qui peuvent exister. Bon, ça donne un peu le vertige, mais dans cette immensité, on a quand même peu de chance d'être seul, être vivant. Absolument, non seulement on a peu de chance, mais aujourd'hui les astrophysiciens et les exobiologistes, c'est-à-dire en fait ceux qui s'intéressent à la vie ailleurs que sur la Terre, sont convaincus que ce qui s'est produit sur la Terre il y a à peu près 3 milliards 800 millions d'années, au moment où la vie émerge sur notre planète, ce qui s'est produit ici, c'est forcément, c'est nécessairement, c'est inévitable, reproduit ailleurs. Et ils vont même plus loin. Vous le savez peut-être, nous animons des émissions scientifiques sur le service public, sur France 2, et il y a un peu plus d'1 an, nous avons reçu sur le plateau de notre émission, un samedi après-midi, un physicien, un astrophysicien qui s'appelle Alfred Vidal-Madjar. Il travaille à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et son rôle, c'est d'être un chasseur de planètes. C'est-à-dire qu'il cherche dans l'univers, dans notre galaxie, d'autres mondes qui pourraient ressembler plus ou moins à notre planète. En 2006, Vidal-Madjar a découvert pour la première fois dans l'histoire de la science un monde qui s'appelle Osiris, qui est à 48 000 années-lumière de la Terre, c'est-à-dire quelque part dans le milieu de notre galaxie. Il a découvert un monde doté d'une atmosphère, et dans cette atmosphère, il a trouvé de l'oxygène. C'était la première fois qu'on trouvait de l'oxygène. L'oxygène, il y en a ici, mais en 2006, donc il n'y a pas si longtemps, il y a 4 ans, voilà que pour la première fois, on avait la preuve que l'oxygène pouvait exister ailleurs. C'était quand même gigantesque. Eh bien, ce jour-là, il y a 1 an, Vidal-Madjar nous dit, je prends un pari, et écoutez bien parce que ça va vous surprendre.
nous-mêmes, qui sommes quand même immergés dans la recherche de la vie ailleurs, on a été très surpris quand il nous a dit ça, parce qu'il a pris un risque. Vidal Madjar nous a dit, je prends le risque de vous dire, je fais un pari avec vous, qu'avant 2020, c'est-à-dire avant 10 ans, on aura la preuve directe que la vie existe ailleurs que sur Terre, ailleurs que dans notre système solaire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vie, si elle existe, elle est forcément comparable à la nôtre parce qu'elle est forcément issue des mêmes processus biologiques, physiques et chimiques que celle qui a permis qui a permis à la vie d'émerger de la matière sur la Terre il y a 3,8 milliards d'années. Mais vous devez quand même vous poser une question, parce que vous devez vous dire, mais comment est-ce qu'un scientifique peut prendre un risque pareil? Comment est-ce qu'on va trouver la preuve que la vie existe ailleurs? Ben, je vous réponds tout de suite. A été lancé il n'y a pas très longtemps un satellite qui s'appelle COROT En 2006. Et ce satellite fouille notre galaxie. 100 000 étoiles dans notre galaxie, 100 000 soleils. Et parmi ces 100 000 soleils, il regarde l'activité qui existe autour, et notamment les petites planètes, des petites planètes comme la Terre. Et là, sur le sol de ces petites planètes, on va diriger l'attention de ce satellite et vérifier s'il existe une activité biologique. De la même façon qu'il existe une activité biologique sur Terre, on espère trouver une activité biologique en regardant, en observant avec ce satellite d'autres activités biologiques sur d'autres mondes. Et ceci dans les 10 ans à venir. Vous imaginez, vous êtes contemporain de ce qui va probablement être la plus grande révolution scientifique de tous les temps, lorsqu'on saura de manière certaine que la vie existe ailleurs. Donc les visages de Dieu peuvent s'écrire au pluriel. Les visages de Dieu, peut-être pas, mais en tout cas, la vie, oui, peut s'écrire au pluriel. La pluralité des mondes à laquelle songeait Fontenelle, vous vous souvenez, lorsque lui, il rêvait, sans en avoir la preuve, à d'autres êtres issus d'une aventure qui pouvait concerner l'univers tout entier, eh bien, cette pluralité des êtres vivants, cette pluralité des mondes vivants, eh bien, nous allons y assister dans les 10 ans. Et ça, c'est une formidable révolution. De même, d'ailleurs, que la révolution dont nous parlons dans le visage de Dieu est formidable parce que, pour la première fois, nous avons la preuve presque expérimentale, à travers notamment le lancement du satellite Planck il y a un peu plus d'1 an, nous avons maintenant la preuve que oui, le Big Bang a bel et bien existé, oui, l'univers a 13 milliards 750 millions d'années, c'est certain, on a même gagné en précision, puisque maintenant on sait que c'est 750 millions d'années, et non pas 13 milliards 700 millions comme on le pensait. On va probablement progresser grâce au satellite sur la forme de l'univers, savoir quelle est la forme de cet extraordinaire cosmos dans lequel nous vivons. On n'a pas la possibilité de se mettre à l'extérieur, mais grâce au satellite Planck, on va savoir enfin si l'univers est plat ou si l'univers est rond. Igor et moi, nous pensons, pour des raisons qui sont théoriques, que l'univers est courbe, qu'il est donc un peu comme une sphère, rond, comme une sphère à 3 dimensions. Mais là, on va en avoir la certitude dans pratiquement 2 ans, un petit peu moins de 2 ans. Et puis, on saura ce qui s'est passé de manière beaucoup plus précise au moment de la naissance, au moment du Big Bang. Et peut-être même, comme le dit le prix Nobel John Matter, peut-être même avant le Big Bang. Et là, on débouchera sur un paysage vertigineux. Et là, vous verrez à quel point l'émerveillement doit être effectivement au cœur de nos vies, parce que pour la première fois, nous pourrons avoir la certitude que l'univers, comme on le disait tout à l'heure, n'est pas né par hasard, et que lorsque Einstein dit en 1936 à un enfant, qui lui pose la question, « Maître, est-ce que vous croyez en Dieu ?» Et Einstein dit, « Je ne vais pas te répondre tout de suite, je vais t'envoyer une lettre. » Et quelques jours plus tard, l'enfant, qui avait 11 ans à l'époque, reçoit donc une lettre dans laquelle Einstein écrit ceci: « Tous ceux qui sont sérieusement impliqués dans la science finissent par comprendre un jour qu'un esprit se manifeste dans les lois de l'univers, un esprit immensément supérieur à celui de l'homme. » Et cela doit être pour vous un vrai message, car l'univers commence sous une forme matérielle, mais avant,
Il y avait les lois, il y avait les grandes constantes, il y avait des paramètres cosmologiques, comme on les appelle, et la question se pose. D'où viennent ces lois? D'où viennent les lois sur lesquelles repose l'univers au moment même du Big Bang? Qu'est-ce qui les a fait naître, ces lois? Eh bien, ce n'est pas le hasard, c'est autre chose. Chacun est libre d'appeler comme il le veut, c'est autre chose, mais c'est bel et bien quelque chose qui existe dès l'origine, avant le Big Bang. C'est ce que disait un peu Voltaire, quand je vois une horloge, je sais qu'il y a un horloger. Exactement, Voltaire avait raison. Nous avons